R. Il est mort dans son fauteuil, seul, par un après-midi de mars 1883. Engels était sorti quelques minutes à peine. Quand il revint dans la chambre, R, il trouva l'homme assis, la tête inclinée, les yeux fermés, les mains posées sur les accoudoirs, comme s'il s'était simplement laissé glisser dans le sommeil. R. Sur le bureau, des pages couvertes d'une écriture serrée, des livres ouverts sur des marque-pages qu'il ne retournerait jamais. R. Une vie entière condensée dans cette pièce, les théories qui avaient traversé l'Europe comme une flamme, les lettres jamais envoyées, les volumes inachevés, R. Les rêves de révolution posés là, tranquillement, dans la lumière froide de Londres. En l'espace d'une génération, ce nom allait résonner dans les tranchées, les usines, R. Les révolutions, les prisons, les discours des chefs d'État et les silences des réprouvés, R. Des millions d'hommes et de femmes allaient vivre et mourir sous l'ombre de sa pensée, sans qu'il ait jamais voulu devenir ce qu'il est devenu. R. C'est peut-être là, dans cette distance entre l'homme et le mythe, que commence la véritable histoire de Karl Marx. R. Il existe des vies qui ne s'appartiennent plus tout à fait. Des existences qui, à force d'être interprétées, citées, invoquées, détournées, R, finissent par ressembler davantage à un territoire qu'à un destin. La vie de Karl Marx est de celle-là. Sous l'icône figée, la barbe touffue, le regard pesant, R, la statue de bronze dans les places des capitales communistes, se trouve quelque chose de bien plus troublant. Un homme réel, hanté par ses propres contradictions, R, aimant avec violence, pensant avec une passion qui consumait tout vivant, dans une pauvreté qu'il méprisait en théorie tout en la subissant en silence. R. Il n'était ni saint ni monstre. Il était, peut-être, quelque chose de plus inquiétant encore. Un homme qui avait raison sur certaines choses essentielles, R, et qui portait en lui, en même temps, des angles morts qu'il ne voulait pas voir, R. Si ces voyages nocturnes à travers l'histoire t'apportent un peu de calme au bout d'une longue journée, R, un simple abonnement et un commentaire nous aident à continuer ce travail. C'est une façon douce de rejoindre une communauté de curieux qui, chaque soir, R, s'endorment avec une histoire de plus dans la mémoire. Son nom est prononcé chaque jour dans des universités, des parlements, R, des manifestations et des salles de classe sur tous les continents, dans toutes les langues. On le cite pour célébrer, pour condamner, pour se battre et pour penser, R. Et pourtant, l'homme véritable reste souvent invisible derrière le système qui porte son nom. Peut-être parce que sa vie, bien plus que ses théories, R, pose des questions qui résistent encore. Peut-on comprendre le monde sans le changer ? Peut-on parler au nom des pauvres depuis l'intérieur d'un confort que l'on nie ? R. Et que devient une idée quand l'histoire la prend et la tord selon sa propre volonté, R. Voici l'histoire du soir de Karl Marx, le philosophe, l'exilé, le père, l'homme, et peut-être le fantôme le plus influent de l'ère moderne, chapitre 1. R. L'enfant du vieux monde, la naissance d'un rebelle. La ville de Trèves est ancienne d'une façon particulière. Elle porte ses années non pas comme un fardeau, R, mais comme une présence, les pierres romaines enfouies sous les pavés, R, les arches de la Porta Nigra, dressées contre le ciel gris de Rhénanie, comme si l'Empire n'avait jamais vraiment consenti à partir. En 1818,
R. Quand Karl Heinrich Marx y naît le 5 mai, Trèves est une ville de transition douloureuse. Elle vient de passer de la domination napoléonienne à celle de la Prusse, ce royaume austère et militarisé qui regarde l'Occident avec suspicion. Les habitants ont goûté, sous Napoléon, quelque chose qui ressemblait à la liberté, le code civil, l'émancipation des Juifs, la fin de certaines hiérarchies héritées. Et ils ont vu cette liberté leur être retirée, doucement mais fermement, par la nouvelle administration prussienne, C'est dans cette ville de mémoire superposée et de droits perdus que grandit l'enfant qui passera sa vie à penser la façon dont les sociétés se construisent, s'effondrent et se reconstruisent sur les ruines de ce qui les précède. La maison des Marx est confortable. Heinrich Marx, le père, est avocat, un homme cultivé, rationnel, admirateur de Kant et de Voltaire, nourri des idéaux des Lumières comme d'une nourriture quotidienne. Il a hérité d'une tradition rabbinique qui remonte à plusieurs générations. Son propre père était rabbin à Trèves, et son grand-père avant lui, Mais Heinrich a choisi une autre voie. Quand la Prusse a réannexé la Rhénanie et abrogé l'émancipation des Juifs accordée sous Napoléon, Heinrich Marx a fait un calcul froid et douloureux. Se convertir au protestantisme ou perdre le droit d'exercer sa profession. Il s'est converti. Il a changé son prénom de Herschel en Heinrich et il a tiré un trait, du moins en apparence, sur des siècles de tradition. Ce geste, pragmatique et déchirant à la fois, a laissé une marque invisible sur la famille. Karl grandit dans une maison chrétienne qui porte en elle la mémoire d'une autre identité. Jamais véritablement prussien, jamais tout à fait juif au sens traditionnel, jamais tout à fait chrétien dans ses convictions profondes. Heinrich Marx est un homme entre deux mondes, Et c'est précisément cette position d'entre-deux qu'il transmet à son fils aîné, avec les livres, les discussions du soir, et cette conviction tenace que la raison peut changer le monde. Karl reçoit de son père un double héritage qui va définir toute sa vie. Une soif de justice née de l'expérience de la marginalisation et une anxiété fondamentale de l'appartenance. Ce sentiment d'être toujours un peu dehors, toujours un peu trop différent pour s'intégrer pleinement dans l'ordre établi. Trèves elle-même n'est pas sans paradoxe. Chaque matin, le jeune Karl passe devant la synagogue en chemin pour l'école, la synagogue où son grand-père paternel officia comme rabbin et où son oncle maternel est encore en poste. La ville garde la trace de ses origines juives dans ses ruelles et ses façades. Ce rappel silencieux de ce que sa famille a renoncé à être accompagne Karl dans ses premières années, comme une ombre douce et persistante. Ce n'est pas quelque chose qu'il exprimera clairement dans ses écrits. Au contraire, ses textes sur la question juive seront parmi les plus problématiques de son œuvre. Mais la blessure est là, enfouie. Celle de l'identité sacrifiée au nom de la survie dans un monde qui impose ses conditions. À l'école de Trèves, le Friedrich Wilhelm Gymnasium, Karl est un élève remarqué pour son intelligence et sa turbulence. Son directeur, Hugo Wittenbach, est un humaniste libéral qui engage des professeurs aux idées progressistes. La police prussienne surveille l'établissement de près. En 1832,
Une descente révèle que des pamphlets politiques libéraux circulent parmi les élèves. R. L'atmosphère est celle d'une époque qui se sait à la veille de quelque chose. Une Europe qui gronde sourdement sous la surface de l'ordre restauré des monarchies post-napoléoniennes. R. Karl Marx grandit dans cet air chargé d'attente et d'impatience, et il le respire comme d'autres respirent la normalité. En octobre 1835, à 16 ans, R. Il part pour l'université de Bonn. Son père, pragmatique jusqu'au bout, l'inscrit en droit, une discipline sérieuse, une profession respectable. Karl, lui, R. veut étudier la philosophie et la littérature. R. Ce premier conflit entre la vision du père et les aspirations du fils dit déjà tout de la tension qui structurera la vie de Marx. R. Entre le monde tel qu'il est, ses contraintes, ses nécessités matérielles, ses hiérarchies, et le monde tel qu'il pourrait être, tel qu'on peut le concevoir par là. R. Pensée. R. À Bonn, Karl ne travaille pas beaucoup. Il boit, il s'endette, il écrit des poèmes pour Jenny von Westphalen, la jeune femme dont il était pris depuis l'adolescence. R. Et il participe à un duel, cette pratique d'étudiant prussien qui lui vaut une petite cicatrice au-dessus de l'œil gauche qu'il portera toute sa vie. Son père désespère. R. Il l'envoie à Berlin. Berlin change tout. L'université de Berlin est en 1836 le centre de la vie intellectuelle allemande. R. Et elle est dominée par l'héritage d'un homme mort 5 ans plus tôt, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel a tout chamboulé. R. Il a proposé une façon de comprendre l'histoire non pas comme une suite d'événements, mais comme un mouvement, une dialectique. R. Une tension entre des forces contraires qui se dépassent l'une l'autre dans une synthèse toujours provisoire. R. L'histoire n'est pas un fond plat sur lequel les hommes agissent. Elle est elle-même un acteur, une force en mouvement. R. Cette idée fascine les jeunes intellectuels berlinois. R. Elle les fascine et les divise. R. Karl Marx rejoint les jeunes hégéliens, un groupe de penseurs radicaux qui prennent la méthode dialectique de Hegel et la retournent contre ses conclusions conservatrices. R. Hegel avait terminé sa philosophie en disant que l'État prussien représentait la réalisation de l'esprit dans le monde. Les jeunes hégéliens, eux, R. trouvent cette conclusion absurde et commode. Ils utilisent l'outil dialectique pour critiquer la religion, l'État, l'ordre social, pour demander non pas ce qui est, R, mais ce qui doit être. Marx s'immerge dans ce cercle avec l'intensité qui caractérise tout ce qu'il fait. Il lit jusqu'à l'aube, il écrit fiévreusement, R. Il discute pendant des heures dans des cafés enfumés, R. Sa santé en souffre. Il développe un surmenage qui l'oblige à se retirer quelque temps à la campagne pour se soigner. Mais son intelligence s'affûte. R. Quelque chose se forge dans cette période berlinoise, une pensée qui ne sera jamais totalement hégelienne, jamais totalement anti-hégelienne, R, mais qui prendra Hegel à bras-le-corps et cherchera à le faire descendre du ciel de l'esprit pour le faire marcher sur la terre des conditions matérielles. R. Son père meurt en mai 1838. C'est une perte que Karl ressent profondément, bien plus qu'il ne l'admettra peut-être. R. Heinrich était son premier interlocuteur intellectuel, son premier contradicteur, son premier modèle d'homme qui croit que les idées ont un pouvoir sur le monde. R.
Dans les lettres qu'il écrit à son fils avant sa mort, il y a une tendresse mêlée d'inquiétude. Il voit la flamme de Karl, il la respecte, R. Mais il presse que cette flamme ne trouvera pas de foyer simple. Avec la disparition du père, la sécurité financière de la famille se réduit considérablement. Karl ne le sait pas encore, mais l'argent, son absence, sa nécessité, sa signification philosophique, va occuper une place centrale dans sa vie pendant les 40 années à venir. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1841 à l'université de Iéna. Il choisit Iéna plutôt que Berlin parce que la faculté y est plus libérale et acceptera son travail sans résistance politique. Porte sur la philosophie naturelle de Démocrite et d'Épicure. C'est un texte audacieux, écrit avec une arrogance juvénile que l'on retrouvera dans tout ce qu'il produit. Marx ne commente pas ses sujets, il les interroge. Les force à lui répondre, leur demande ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Il dédie cette thèse à son beau-père, Ludwig von Westphalen, le baron R., l'aristocrate libéral qui a pris le jeune Karl sous son aile, qui lui a lu Shakespeare et Homère dans les vignes de la Moselle, qui a encouragé l'engagement de sa fille avec cet étudiant brillant et sans le sou dont toute la famille von Westphalen ne voulait pas, car Jenny von Westphalen est au cœur de cette jeunesse et au cœur de la contradiction fondamentale. Elle est belle, intelligente, cultivée, fille d'un baron et demi-sœur d'un futur ministre prussien. Elle est aussi, dans tous les sens du terme, au-dessus de lui socialement. Elle a rompu ses fiançailles avec un jeune aristocrate pour s'engager secrètement avec Karl à l'âge de 22 ans. Les familles respectables de Trèves en murmurent. La famille von Westphalen est divisée. La mère de Karl, Henriette, femme pratique et peu intellectuelle que Karl n'a jamais vraiment bien comprise, se demande tout bas si cette union est vraiment raisonnable. Karl, lui, est certain. Il écrira à Jenny des lettres d'une intensité presque douloureuse mêlant la déclaration d'amour à la réflexion philosophique, le désir à l'ambition, la tendresse à une possessivité qui pointe parfois vers quelque chose de plus trouble. Ils se marient en juin 1843, 7 ans après leur fiançailles secrète, dans une église protestante de Bad Kreuznach, en Prusse rhénane. Karl a 25 ans, Jenny en a 29. Le monde qui les entoure est en train de se fissurer, doucement mais sûrement. Et Karl Marx, fils de converti, fiancé secret d'une baronne, docteur en philosophie, sans poste et sans revenu fixe, correspondant d'un journal radical que les censeurs prussiens viennent de fermer, est sur le point d'entrer dans l'histoire, non pas par la porte qu'il avait imaginée, mais par celle que l'histoire elle-même allait lui ouvrir de force. Le jeune homme quittait Trèves avec une idée dans la tête et une femme à son bras. Il ne savait pas encore que l'exil commençait. Il ne savait pas encore qu'il ne reviendrait jamais vraiment. Il emportait avec lui la mémoire des pierres romaines, la bibliothèque de son père, le regard de Jenny, et une colère encore sans nom qui cherchait son objet. Elle allait le trouver dans les rues de Paris, dans les usines de Manchester, dans les yeux d'un homme qu'il n'avait pas encore rencontré. Chapitre 2. Le monde qui tremble. Paris, Engels et le spectre. Paris, en 1843,
est la ville la plus excitante et la plus dangereuse d'Europe. R. Elle l'est presque par vocation. Depuis 1789, elle porte la Révolution dans ses pavés comme une mémoire musculaire. R. Comme un réflexe que les décennies n'ont pas réussi à effacer. Dans les cafés du quartier latin, dans les ateliers du faubourg Saint-Antoine, R. Dans les salons où les exilés de toute l'Europe se retrouvent autour d'une carafe de vin et d'un avenir imaginé. R. On parle de changement avec la même urgence tranquille qu'on parle du temps qu'il fera demain. Marx arrive dans cette ville en octobre 1843 avec Jenny, R. Une valise de livres, et la conviction que la philosophie doit cesser d'expliquer le monde pour commencer à le transformer. R. Il y trouve exactement le milieu qu'il cherchait et quelque chose qu'il n'attendait pas encore. L'amitié la plus importante de sa vie. Mais avant Paris, R. Il y avait eu Cologne. Après son mariage, R. Marx avait pris la tête de la Rheinische Zeitung, un journal rhénan libéral que les bourgeois progressistes de Cologne avaient fondé pour pousser contre les limites de la censure prussienne. R. Marx en était devenu le rédacteur en chef à 24 ans, et il avait immédiatement transformé le ton de la publication. Sous sa direction, R. Le journal n'était plus simplement libéral. Il était incisif, provocateur, philosophiquement ambitieux. Marx écrivait sur la pauvreté des paysans de la Moselle, R. Sur le droit au bois, dans les forêts que les grands propriétaires cherchaient à clôturer, R. Sur les contradictions d'un État prussien qui se prétendait garant de la loi tout en la pliant à son profit. R. Chaque numéro était soumis au censeur prussien avant publication. R. Marx en plaisantait avec une ironie à peine voilée. R. Il comparait les fonctionnaires chargés de lire ses articles à des chiens renifleurs à la recherche d'un os subversif. Mais la plaisanterie avait ses limites. R. En mars 1843, le gouvernement prussien, sur pression du tsar Nicolas Ier, que le journal avait vivement critiqué, ordonne sa suppression. Marx résiste quelques jours, R. Puis cède. La Rheinische Zeitung disparaît. Et lui comprend pour la première fois clairement, R. Que le journalisme seul ne suffira pas, que la pensée a besoin d'un cadre plus solide, d'une théorie qui tienne face à la répression. Paris lui offre ce cadre. R. Il s'immerge dans la lecture des économistes, Adam Smith, David Ricardo, et dans la fréquentation des socialistes français, des syndicalistes, R. Des ouvriers organisés en sociétés secrètes que la peur de la répression a contraint à la clandestinité. R. Pour la première fois, Marx ne lit plus seulement sur la condition ouvrière. Il la regarde. Il en entend parler directement. R. Il en perçoit l'odeur dans les rues de Paris, où les enfants en haillons mendient à côté des vitrines des boutiques de luxe. Quelque chose se solidifie dans sa pensée. R. La conviction que la misère n'est pas un accident de l'histoire, ni le résultat d'une mauvaise gouvernance, ni une fatalité que la charité pourrait atténuer. R. La misère est le produit d'un système, et le système a une logique qu'il faut comprendre pour pouvoir la renverser. R. C'est dans ce contexte intellectuel et émotionnel qu'a lieu la rencontre. Le 28 août 1844, R. Au Café de la Régence, un vieux café parisien où l'on joue aux échecs depuis un siècle, R. Où Napoléon lui-même aurait posé ses pions un jour. Karl Marx rencontre Friedrich Engels.
Engels a 23 ans, Marx en a 26. Engels est le fils d'un industriel rhénan, propriétaire de filatures à Manchester et à Barmen. Il est beau, élégant, sportif. Il chasse à court avec les bourgeois anglais le matin et fréquente les cercles ouvriers le soir. Naviguant entre les deux mondes avec une aisance que Marx ne possédera jamais et en enviera discrètement toujours. Engels vient de terminer un livre qui va changer quelque chose dans la façon dont Marx pense. La condition de la classe ouvrière en Angleterre. C'est un livre écrit à partir de l'observation directe des usines de Manchester, des taudis de Salford, des enfants de 6 ans qui travaillent 14 heures dans la chaleur et la poussière des filatures. Ce livre est la chair et le sang que la théorie de Marx cherchait encore. Ils passent 10 jours ensemble. 10 jours de conversation qui durent jusqu'à l'aube, de phrases qui se complètent, d'idées qui se confirment mutuellement comme si deux moitiés d'une même pensée venaient de se trouver. Engels a les faits, Marx a le système. Engels peut observer la misère dans le détail concret de ses manifestations quotidiennes. Marx peut en comprendre la logique profonde, l'architecture invisible qui la produit et la perpétue. À la fin de ces 10 jours, quelque chose est décidé, non pas formellement, non pas sous la forme d'un contrat ou d'une déclaration, mais dans cette façon silencieuse dont deux intelligences reconnaissent qu'elles fonctionneront mieux ensemble qu'elles ne le feront jamais séparément. Ils commencent immédiatement à collaborer, et cette collaboration ne s'arrêtera qu'à la mort de Marx, 40 ans plus tard. Il y a, dans cette amitié, quelque chose que l'histoire a parfois du mal à regarder en face. Engels est riche, ou du moins il a accès à la richesse de sa famille. Marx est pauvre, de plus en plus pauvre, avec une femme et bientôt des enfants à nourrir. Ce n'est pas une curiosité anecdotique, c'est le fondement matériel sur lequel repose toute l'œuvre de Marx. Pendant les 4 décennies de leur amitié, Engels envoie de l'argent à Marx, régulièrement, généreusement, parfois en se privant lui-même. Il répond aux lettres de Marx, qui décrivent en détail les huissiers à la porte, les enfants malades, Jenny qui ne sait plus comment payer le boulanger, les livres mis en gage chez le prêteur sur gage du coin. Engels ne se plaint jamais. Il envoie, et Marx reçoit, avec une gratitude mêlée d'une légère gêne qu'il n'exprime que rarement et d'une dépendance qu'il ne reconnaît presque jamais. C'est là le paradoxe au cœur de tout. Le plus grand critique du capital était soutenu, nourri, maintenu en vie intellectuellement par un capitaliste. Pas n'importe quel capitaliste, son ami le plus proche, son alter ego, l'homme sans qui Das Kapital n'aurait jamais existé. Marx est expulsé de France en janvier 1845 sur demande du gouvernement prussien, qui a exercé des pressions sur le gouvernement Guizot pour qu'il chasse les radicaux allemands de Paris. Il part pour Bruxelles avec Jenny, enceinte de leur 2e enfant. À Bruxelles, il continue de travailler avec Engels. Ensemble, ils rédigent l'idéologie allemande, un texte dense, polémique, dans lequel ils règlent leurs comptes avec les anciens amis des jeunes hégéliens, mais surtout dans lequel ils posent les fondements de ce qu'on appellera plus tard le matérialisme historique, l'idée que ce sont les
conditions matérielles de l'existence, la façon dont les hommes produisent leur vie, leur nourriture, leurs outils, qui déterminent leurs idées, leurs lois, leur religion, leur politique, et non l'inverse. Ce n'est pas l'esprit qui fait l'histoire. Ce sont les conditions économiques de la production qui font l'histoire, et l'esprit n'en est que le reflet. La Ligue des communistes, une organisation secrète d'ouvriers et d'artisans allemands exilés dispersés entre Bruxelles, Paris et Londres, leur demande en 1847 de rédiger un programme. Ils s'y mettent dans les dernières semaines de 1847, à Bruxelles, dans la chambre de Marx rue d'Orléans, avec la conviction que l'Europe est à la veille d'une explosion. Le texte qu'ils produisent en quelques semaines fiévreuses est court, à peine 40 pages, mais il porte en lui une charge extraordinaire. Sa phrase d'ouverture est l'une des plus célèbres jamais écrites dans une langue politique. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Et sa conclusion, son dernier appel, est une invitation à l'irréversible. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Le manifeste du Parti communiste est publié à Londres en février 1848. Il arrive trop tôt, ou au bon moment, selon comment on regarde les choses. En quelques jours, la Révolution éclate à Paris. Le roi Louis-Philippe abdique. La Deuxième République est proclamée. La flamme se propage. Vienne, Budapest, Berlin, Milan, Prague, toute l'Europe semble prendre feu simultanément. Marx est expulsé de Belgique le 3 mars. La police bruxelloise l'arrête au milieu de la nuit, le fait habiller à la hâte et l'escorte vers la frontière avec Jenny, qui est elle-même arrêtée quelques heures à peine dans la même nuit et passée la nuit en cellule avant d'être relâchée. Ils rejoignent Paris, puis Cologne, où Marx fonde un nouveau journal, la Neue Rheinische Zeitung, qui devient en quelques mois la voix la plus radicale des révolutions allemandes. Cette année 1848 est la plus dramatique de sa vie. Marx est partout. Il écrit, il organise, il polémique, il défend des ouvriers en justice. Il coordonne la résistance démocratique contre la contre-révolution prussienne. La Neue Rheinische Zeitung publie ses analyses des événements avec une acuité qui laisse sans voix. Il voit les révolutions s'essouffler avant que d'autres ne l'aient encore compris. Il perçoit les trahisons bourgeoises. Les hésitations des libéraux qui préfèrent l'ordre à la liberté dès que la liberté commence à sentir vraiment la rue. Et il a raison, l'histoire lui donne raison avec une rapidité douloureuse dès l'été 1848. La contre-révolution reprend le dessus. En Autriche, en Prusse, en France, les forces de l'ordre rassurent les propriétaires et dispersent les manifestants. En mai 1849, le gouvernement prussien expulse Marx de Cologne. La Neue Rheinische Zeitung publie son dernier numéro imprimé en rouge, un geste de défiance symbolique que ses lecteurs n'oublieront pas. Le vieux monde avait craqué un moment, puis il s'était refermé. Et Marx, expulsé d'Allemagne, interdit de retour en France, sans pays, sans revenus, avec une femme épuisée et 3 enfants en bas âge, se tourne vers le seul endroit qui accepte encore les indésirables de l'Europe, l'Angleterre. Il part pour Londres en août 1849. Il croit que c'est provisoire. Il n'en repartira jamais. Chapitre 3 L'exil permanent.
Soho, la pauvreté et Das Kapital. R. Dean Street, Soho, Londres. R. L'adresse est banale. Un numéro dans une ruelle encombrée du quartier le plus dense et le plus miséreux du West End, à quelques minutes à pied des théâtres, des librairies, R. Des cafés où les bourgeois se retrouvent après le dîner. Mais au 28 Dean Street, dans 2 pièces sombres du premier étage, une famille de 5 personnes, bientôt 6, R, puis 7, tente de survivre dans ce qui ressemble de moins en moins à un séjour provisoire et de plus en plus à un enfermement permanent. R. La chambre principale sert de salon, de bureau, de salle à manger et de chambre à coucher. Les murs sont humides en hiver. Le loyer est souvent en retard. R. Les créanciers frappent à la porte avec cette régularité mécanique des gens qui savent qu'ils ne seront pas payés de sitôt mais qui frappent quand même, par principe. R. C'est ici que Karl Marx va écrire l'œuvre la plus importante de sa vie. Et c'est ici que l'œuvre va lui coûter presque tout ce qu'il avait de plus cher. R. Il faut prendre le temps d'imaginer ce que signifie la pauvreté pour une famille comme les Marx. R. Ce n'est pas la pauvreté de ceux qui n'ont jamais connu autre chose. Les ouvriers de Manchester que Engels a décrits dans son livre. R. Ceux qui sont nés dans les taudis et qui mourront dans les taudis, ceux pour qui la misère est le fond permanent de l'existence. C'est la pauvreté de qui a connu le confort, R, qui a grandi dans une maison de 10 pièces avec un père avocat prospère, R, qui a épousé une femme de la noblesse prussienne, et qui se retrouve à devoir écrire à son ami Engels pour lui demander de l'argent pour acheter des médicaments, pour payer, R, l'accouchement, pour ne pas avoir à mettre les enfants dehors quand l'hiver arrive. C'est une pauvreté qui humilie doublement, par ce qu'elle est, R, et par l'écart qu'elle creuse entre ce que l'on était et ce que l'on est devenu, R. Jenny assume cette vie avec une ténacité que ses biographes ont parfois mis des décennies à reconnaître pleinement. R. Elle ne se plaint pas, ou plutôt, elle se plaint dans ses lettres avec une lucidité poignante, mais sans jamais laisser entendre qu'elle regrette son choix. R. Elle copie les manuscrits de Karl, des centaines et des centaines de pages d'une écriture que les éditeurs eux-mêmes peinent à déchiffrer, avec une patience d'archiviste et une fidélité d'allié. R. Elle gère le peu qu'il y a à gérer, elle emprunte, elle vend ce qui peut être vendu. R. Elle écrit des lettres désespérées à des oncles néerlandais prospères, en implorant une aide que ces derniers accordent parfois, à contre-cœur. R. Elle est la structure invisible sur laquelle repose toute l'architecture intellectuelle de l'œuvre à venir. Et Karl le sait, il l'écrit dans ses moments de lucidité. R. Il l'exprime dans des lettres de tendresse authentique. Même si la reconnaissance ne l'empêche pas d'être absent, distrait, R. Absorbé par ses propres pensées au point de ne pas toujours voir ce que sa famille endure. Puis viennent les morts. R. En 1850, leur fils Guido, le petit Fawkes, comme il l'appelle, meurt à 1 an. En 1852, leur fille Franziska, née depuis quelques semaines à peine, R, meurt à son tour. Marx écrit à Engels que la famille n'a même pas de quoi payer un cercueil. Un voisin compatissant prête l'argent. La petite Franziska est enterrée. R. Jenny, qui vient tout juste d'accoucher, se relève difficilement. Karl continue d'écrire. Que peut-il faire d'autre?
L'œuvre est sa façon de tenir. Elle est peut-être, dans ces années noires, la seule chose qui lui donne encore la sensation d'un sens. Il y a, dans l'histoire de ces années londoniennes, une ombre que ses biographes ont longtemps esquivée avec une discrétion protectrice et que certains préfèrent encore ignorer, bien que les preuves historiques en soient aujourd'hui suffisamment établies pour en parler avec honnêteté. Hélène Demuth, l'aine pour la famille, est arrivée dans le foyer des Marx comme servante en 1845, envoyée par la famille von Westphalen comme aide à la jeune Jenny. Elle est depuis lors une présence centrale dans la maison. Cuisinière, femme de ménage, nourrice, confidente, garde-fou contre la désorganisation absolue que représenterait la vie des Marx sans elle. En juin 1851, dans les mois les plus sombres de l'exil londonien, Hélène Demuth donne naissance à un fils. L'enfant, Frédéric, dit Freddy, est confié dès sa naissance à une famille nourricière. Friedrich Engels reconnaît officieusement la paternité, protégeant Marx d'un scandale qui détruirait sa réputation et son mariage. Ce n'est que sur son lit de mort, en 1895, qu'Engels révèle à Eleanor Marx, la fille cadette de Karl, que le père de Freddy était son propre père. Eleanor, effondrée, brûle la lettre. Mais la vérité survit, portée par d'autres témoins. Ce n'est pas une curiosité de potin. C'est une fissure profonde dans le monument. L'homme qui avait écrit que la famille bourgeoise est fondée sur l'hypocrisie et l'exploitation silencieuse des femmes. Cet homme a eu un enfant avec sa propre servante, a laissé un autre porter le chapeau, et n'a jamais reconnu cet enfant de son vivant. Freddy Demuth grandira dans la classe ouvrière de Londres, inconnu, sans éducation, sans avenir particulier, vivant exactement la vie que son père décrivait de façon théorique dans ses manuscrits, sans jamais savoir que c'était son père. Il y a dans cette histoire une ironie si cruelle qu'elle en devient presque impossible à regarder longtemps, et pourtant Marx continue. C'est peut-être cela, en définitive, qui le définit mieux que n'importe quelle théorie. Cette capacité à continuer, à travailler, à penser, à écrire, dans des conditions que la plupart des gens n'auraient pas supportées. Chaque matin, ou presque, il quitte Dean Street, traverse les rues de Soho encore endormies et marche jusqu'au British Museum, où une bibliothèque de recherche vient d'ouvrir ses portes dans une magnifique salle circulaire à coupole bleue. Il s'installe à sa place habituelle, G7, selon les registres, et il lit. Il lit pendant des heures. Il lit des rapports d'inspecteurs du travail, des statistiques industrielles, des témoignages d'ouvriers, des comptes rendus parlementaires, des traités d'économie politique. Il prend des notes dans un mélange d'allemand, d'anglais, de français et de latin. Il cite, il annote, il synthétise. Da Capital va prendre 20 ans à s'écrire. 20 ans de lecture, de notes, de révision, d'interruption par les maladies, les crises financières, les deuils, les querelles politiques, et de recommencement, car Marx est chroniquement malade. Ses carboncles, des furoncles infectés, souvent multiples, qui lui couvrent le dos, les fesses, les cuisses, parfois le visage, sont une torture permanente. Il y a des semaines où il ne peut pas s'asseoir pour écrire, où il rédige debout ou couché,
où la douleur physique se superpose à l'épuisement mental et à la pression des dettes. Il écrit à Engels que ses carboncles sont capitalistement déterminés. C'est une de ces blagues noires dont il a le secret, un humour de qui souffre mais refuse de se laisser définir par la souffrance. Engels envoie de l'argent. Marx achète un peu de viande, paie le loyer, reprend la plume. La famille déménage plusieurs fois. De Dean Street à une maison un peu plus grande à Kentish Town, au nord de Londres. Quand la situation financière s'améliore légèrement grâce aux articles que Marx rédige pour le New York Tribune depuis 1851, pendant une décennie, Marx est l'un des correspondants étrangers les plus lus du journal américain. Parfois, Engels écrit les articles à sa place quand Marx est trop malade ou trop absorbé par la rédaction de Das Kapital, et Marx les signe sans sourciller, ce qui en dit long sur la nature réelle de leur collaboration. Ces articles sur la politique européenne, la guerre de Crimée, la révolte des Sipay en Inde, les crises financières, lui permettent de survivre, mais jamais de s'élever au-dessus d'une pauvreté chronique en 1864. La situation change légèrement. Marx hérite d'un oncle allemand, une somme modeste mais suffisante pour acheter une maison à Maitland Park Road, dans un quartier un peu plus décent de Londres. Les enfants ont grandi. Jenny, l'aînée, Laura et Eleanor, Tussie, son préféré, la plus proche de lui, celle qui a hérité de son intelligence et de sa passion. Les trois filles sont cultivées, engagées, capables de parler de politique avec les meilleurs esprits du mouvement ouvrier. Marx en est fier avec une intensité qui confine à la dépossession. Il les aime comme des prolongements de lui-même, ce qui n'est pas toujours facile pour elle. Et enfin, en septembre 1867, Das Kapital paraît. Le premier volume, critique de l'économie politique, est publié à Hambourg. Marx tient l'un des premiers exemplaires en main après avoir eu 20 ans à imaginer ce moment. Le livre est dense, difficile. Encyclopédique. Il combine l'analyse économique la plus rigoureuse avec des passages d'une éloquence morale presque écrasante, où Marx décrit la journée de travail des enfants dans les mines, la façon dont le capital se nourrit du temps de vie des travailleurs, transformation des êtres humains en force de travail quantifiable et remplaçable. Il y a dans Das Kapital une colère froide, plus dangereuse que la colère chaude, parce qu'elle s'appuie sur des chiffres, sur des témoignages, sur une logique interne implacable. Le silence de la réception est presque comique. Quelques recensions, quelques lettres enthousiastes d'amis et de militants. Dans les cercles universitaires et économiques bourgeois, le silence est absolu. Les libraires allemands ne savent pas très bien où classer l'objet. Marx est déçu, mais pas surpris. Il sait que l'histoire prend du temps. Il sait aussi que les deuxième et troisième volumes restent à écrire, et il sait, quelque part, qu'il n'est pas certain d'en avoir la force. L'essentiel était dit. Le reste appartiendrait à l'histoire. Chapitre 4. Le géant et son ombre. La première internationale et la lutte pour l'âme du mouvement. Il y a quelque chose de profondément paradoxal à voir Karl Marx, l'homme qui ne savait pas gérer son propre budget mensuel, qui devait écrire à Engels pour obtenir de quoi acheter des stampes,
postaux, R, qui avait laissé s'accumuler pendant des décennies des dettes qu'il ne réglerait jamais, devenir, à partir de 1864, R, la force intellectuelle centrale d'une organisation qui prétend coordonner le mouvement ouvrier mondial. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. R. L'Association internationale des travailleurs, la première internationale, est fondée à Londres le 28 septembre 1864. R. Dans le cadre d'un meeting monstre à Saint-Martin's Hall. Marx n'était pas à l'initiative de cette réunion. R. Il y est invité comme représentant des travailleurs allemands en exil. Mais dès les premières semaines, c'est lui qui rédige le discours inaugural. R. Lui qui jette les bases des statuts. Lui qui donne à l'organisation sa cohérence intellectuelle et sa direction politique. R. Il le fait comme il fait tout, avec une autorité tranquille, une maîtrise du document, R, et une impatience à peine voilée, pour ceux qui ne comprennent pas aussi vite que lui. L'Internationale regroupe des hommes aux convictions très différentes. R. Il y a les trade unionistes anglais, pragmatiques, intéressés par les réformes concrètes, les heures de travail, les salaires, R, le droit de grève, sans nécessairement partager la vision révolutionnaire globale de Marx. Il y a les proudhoniens français, R, qui croient aux coopératives d'ouvriers comme alternative au salariat, sans nécessairement vouloir de l'État centralisé que Marx appelle de ses vœux. R. Il y a les masiniens italiens nationalistes avant tout, pour qui la libération nationale prime sur la lutte des classes. Et il y a R, en retrait au début mais de plus en plus présent, un homme dont le simple nom suffit à faire monter la pression dans toute réunion où il est mentionné, Mikhaïl Bakounine. R. Bakounine est russe, immense, explosif, charismatique, comme peu de révolutionnaires l'ont été dans l'histoire. Il a passé des années en prison en Russie, R. S'est évadé de Sibérie avec une audace romanesque, R. A traversé le Japon et les États-Unis pour revenir en Europe et reprendre sa place dans le mouvement révolutionnaire avec l'énergie d'un homme qui a failli mourir plusieurs fois et que cela n'a pas calmé. R. Pour autant, Bakounine croit à la destruction immédiate de l'État, pas à sa transformation, pas à sa prise de contrôle par le prolétariat, R, mais à son abolition pure et simple, ici et maintenant. Il pense que toute organisation centralisée, même au service de la révolution, R, reproduit inévitablement les structures de domination qu'elle prétend combattre. Et il dit clairement ce que beaucoup pensent tout bas, qu'un État marxiste, R, un État dirigé par les représentants du prolétariat selon les théories de Marx, R, serait simplement un nouvel appareil de domination avec un vocabulaire différent. Marx déteste Bakounine. Il le déteste d'une façon qui dit beaucoup sur lui-même. R. Il le déteste parce que Bakounine est populaire, là où Marx est respecté mais rarement aimé. Parce que l'anarchiste russe embrase les salles quand l'économiste allemand les persuade. R. Il le déteste parce que Bakounine le challenge sur le terrain de la cohérence. Est-il vraiment possible de libérer les travailleurs via un État, même transitoire? R. Et il le déteste peut-être, R, parce que Bakounine a vu quelque chose que Marx préfère ne pas regarder en face, que toute structure de pouvoir centralisée porte en elle le germe de sa propre corruption. R.
La querelle éclate formellement au congrès de Bâle en 1869, puis atteint son paroxysme au congrès de 1871 et 1872. Marx utilise ses ressources politiques, sa maîtrise des procédures, son contrôle du Conseil général pour isoler Bakounine. Il l'accuse de corruption financière, de mystification, d'être un agent tsariste, des accusations non prouvées, parfois franchement injustes, qui disent moins sur Bakounine que sur la façon dont Marx se bat quand il pense que l'enjeu le justifie. En 1872, au congrès de La Haye, Bakounine et son mouvement sont exclus de l'Internationale. C'est une victoire de Marx, et c'est, simultanément, le début de la fin de l'Internationale. Mais entre ces deux congrès, entre le congrès de Bâle et celui de La Haye, il y a eu 73 jours qui ont changé quelque chose dans l'histoire du monde. En mars 1871, Paris se soulève. La Commune de Paris naît dans le chaos de la défaite française contre la Prusse. De la capitulation humiliante du gouvernement de Versailles. Et de la fureur des Parisiens qui refusent d'être gouvernés depuis les châteaux bourgeois d'une ville qui n'a rien compris à ce que la guerre leur a coûté. Le 18 mars 1871, les soldats du gouvernement sont envoyés à Montmartre pour saisir les canons de la garde nationale. Les femmes du quartier se mettent en travers. Les soldats ne tirent pas. Quelque chose d'extraordinaire commence. La Commune de Paris est proclamée. Pour la première fois dans l'histoire, une ville ouvrière se gouverne elle-même. Elle abolit le travail de nuit dans les boulangeries. Elle remet les objets mis en gage aux travailleurs pauvres. Elle sépare l'Église de l'État. Elle crée des écoles laïques gratuites pour les filles. Elle accorde des droits aux enfants illégitimes. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas coordonné. Ce n'est pas ce que Marx aurait théoriquement prescrit. Mais c'est vivant, c'est réel. Et c'est beau d'une façon que les livres d'économie politique ne savent pas tout à fait nommer. Marx suit les événements depuis Londres, avec une émotion qu'il contient à peine. Il écrit des lettres frénétiques, il donne des instructions, il essaye de guider à distance ce mouvement qui n'a pas demandé à être guidé. Les communards font leur révolution sans suivre le manuel. Ce que Marx leur reproche parfois dans ses correspondances privées, tout en reconnaissant leur courage et leur créativité. Il craint qu'ils n'aient pas assez consolidé leur position militaire, qu'ils n'aient pas pris assez tôt les rênes bancaires, qu'ils soient trop généreux, trop ouverts, trop confiants dans la bonne foi de leurs adversaires. Il a raison, hélas. Le 21 mai 1871, les troupes versaillaises entrent dans Paris. La semaine sanglante dure 7 jours. 20 000 communards sont tués, fusillés dans les rues, contre les murs des cimetières, dans les cours des casernes. Des milliers d'autres sont déportés en Nouvelle-Calédonie. La Commune est écrasée avec une violence qui dépasse tout ce que les révolutionnaires de 1848 avaient connu. Marx publie La guerre civile en France, un texte d'une puissance rhétorique extraordinaire, où il salue la Commune comme la première forme d'un pouvoir ouvrier authentique et analyse sa défaite avec une lucidité cruelle. Ce texte lui vaut une notoriété nouvelle et haï dans les chancelleries européennes.
Les gouvernements le voient désormais comme l'un des cerveaux de l'Internationale rouge. Sa propre analyse est plus nuancée, R, mais personne ne lit les nuances dans les moments de peur. Après la défaite de la Commune et l'exclusion de Bakounine, l'Internationale ne survit pas longtemps. R. Marx la transfère à New York en 1872. Un geste qui ressemble à une mise à l'abri, mais qui est en réalité une mise en terre douce. R. L'organisation se dissout quelques années plus tard. Le mouvement ouvrier européen se recompose sans elle, dans des partis nationaux, des syndicats, R, des ligues socialistes qui se réclament de Marx sans toujours bien le comprendre. Et Marx, lui, commence à vieillir, R. Il a 52 ans en 1870. Ses cheveux sont entièrement blancs. Sa barbe toujours impressionnante est celle d'un patriarche. Ses mains tremblent parfois, R. Ses poumons l'inquiètent. Les carboncles ne le lâchent pas. Il voyage en Allemagne, en Suisse, R. Dans le sud de la France, cherchant des eaux thermales qui pourraient atténuer ses maux, des airs purs qui l'aideraient à respirer. Il continue d'écrire des notes, R. Des réflexions, des fragments d'une théorie encore inachevée, mais avec une lenteur que lui-même ne reconnaît pas comme la sienne. R. Le deuxième volume de Das Kapital reste en chantier. Le troisième aussi. R. Engels lui envoie des lettres d'encouragement avec cette patiente persévérance que lui seul sait maintenir. La grande œuvre était derrière lui. L'écho, lui, R, ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le fantôme et l'éternité. La mort, le mythe et l'écho sans fin. R. Les dernières années de Karl Marx ressemblent à un long crépuscule. R. Non pas le crépuscule bruyant de ceux qui résistent à la faim, mais ce crépuscule plus silencieux, plus mélancolique. R. Où les lumières baissent graduellement et où l'on commence à regarder derrière soi plus souvent qu'on ne regardait avant. R. Il a passé l'âge des grands combats organisationnels. Les partis socialistes qui se créent en Allemagne, en France, R. En Angleterre, se réclament de lui tout en l'ignorant souvent sur les questions de fond. R. Les jeunes militants lui écrivent pour demander s'il soutient telle ou telle position. Et Marx répond, parfois avec irritation, R. Souvent avec la sensation de parler dans une pièce qui ne l'entend plus vraiment. Ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Aurait-il dit un jour à Engels, R., dans un de ces moments de lucidité désenchantés qui sont aussi une forme de désespoir, Jenny est malade, R. Depuis plusieurs années, sa santé se fragilise, une tuberculose du foie que les médecins identifient trop tard, qui avance doucement mais inexorablement, R. Elle continue de copier, de lire, d'écrire ses mémoires, dans les intervalles entre les crises, R. Elle et Karl passent leurs derniers mois ensemble dans une intimité qui ressemble à ce qu'ils avaient imaginé lors de leur fiançailles secrète à Trèves. Deux complices dans une même vie difficile, R, qui se comprennent sans toujours avoir besoin de se le dire. En décembre 1881, Jenny von Westphalen meurt. Karl Marx est à son chevet. Il est lui-même si malade qu'il ne peut pas assister à son enterrement. Engels descend le cercueil dans les semaines qui suivent. Quelque chose semble se retirer de Marx. Pas la pensée. La pensée reste, les notes continuent, mais quelque chose de plus essentiel. Quelque chose qui ressemble à la volonté de rester. Il essaie de se soigner. Il part pour Alger,
pour la chaleur, pour les poumons. Il arrive à Alger en février 1882, sous la pluie et dans le froid, car l'Algérie peut être froide en hiver, et l'ironie de la géographie n'épargne personne. Pas même les philosophes en quête de soleil. Il y passe quelques semaines dans un inconfort résigné, entouré de médecins qui ne peuvent pas grand-chose, et il en repart sans avoir véritablement récupéré. Il essaie ensuite la côte française, puis l'île de White un janvier 1883. Sa fille aînée, Jenny Caroline, dite Dibonne dans la famille, meurt du cancer à Paris, à l'âge de 38 ans. Elle laisse plusieurs enfants. Elle laisse aussi un père qui n'a plus désormais de raison suffisante de rester. Les médecins diagnostiquent chez Marx une pleurésie, puis une bronchite. Sa fille Éléanore vient à Londres pour le voir. Elle le trouve plus calme qu'elle ne s'y attendait. Non pas la paix de qui accepte, mais la tranquillité de qui n'a plus vraiment d'objection. Le 14 mars 1883, à 2h moins le quart de l'après-midi, Karl Marx meurt dans son fauteuil. Seul, Engels est sorti quelques minutes. Quand il revient, il trouve l'homme endormi dans son fauteuil, les yeux fermés, les mains posées, le visage détendu. Engels écrira quelques jours plus tard. Avec sa précision habituelle et cette sobriété qui cache à peine l'émotion, le plus grand penseur vivant a cessé de penser. L'enterrement a lieu 3 jours plus tard, au cimetière de Highgate. Il fait froid. Il y a 11 personnes autour du cercueil, 11. L'homme dont le nom allait bientôt résonner dans les révolutions de 3 continents, l'homme dont les idées allaient donner naissance à des États, des armées, des partis de masse. Cet homme est enterré devant 11 personnes, dont ses 3 filles et quelques compagnons fidèles. Engels prononce un discours au bord de la tombe, en anglais, avec cette calme certitude qu'il était le seul à pouvoir exprimer dans ce moment. Il compare Marx à Darwin, une façon de situer l'œuvre dans l'histoire des grandes découvertes intellectuelles. Une façon aussi de lui donner la dignité scientifique que ses adversaires lui avaient toujours refusée. Son nom perdurera à travers les âges, dit Engels, et son œuvre aussi. Il n'avait pas idée à quel point il avait raison. L'écho commence vraiment avec la mort. C'est souvent le cas pour les idées qui dérangent. Elles ont besoin d'un mort pour pouvoir commencer à vivre vraiment, libérées du commentaire de l'auteur. Disponible à toutes les lectures, à toutes les appropriations, à toutes les torsions que l'histoire voudra bien leur faire subir. Engels consacre les 12 années qui lui restent à éditer les manuscrits inachevés. Le 2e volume de Das Kapital paraît en 1885, le 3e en 1884. Engels est le premier gardien du temple et le premier interprète autorisé. Mais après lui vient Lénine. Vladimir Ilitch Ulyanov. Lénine lit Marx en prison, en exil sibérien, dans les bibliothèques de Zurich et de Londres. Il fait de Marx le fondement théorique d'un projet révolutionnaire russe que Marx lui-même n'aurait peut-être pas entièrement reconnu comme sien. Marx pensait que la révolution viendrait des pays industriellement avancés. L'Angleterre, l'Allemagne, la France, où le prolétariat était déjà constitué en force sociale consciente. La Russie de 1917 est un pays majoritairement paysan, peu industrialisé,
avec un prolétariat urbain encore embryonnaire. Lénine adapte la théorie. Il théorise le parti d'avant-garde, R, le noyau de révolutionnaires professionnels qui guiderait les masses. Une structure que Marx avait parfois esquissée, mais jamais vraiment prescrite avec cette radicalité. Le R. En octobre 1917, la révolution russe renverse le gouvernement provisoire et installe les bolcheviks au pouvoir. R. Le nom de Marx est invoqué à chaque carrefour, sur chaque banderole, dans chaque discours. Les rues reçoivent son nom, les places, les usines, les universités. R. Un portrait géant de Marx, tiré de la photographie prise à Londres dans les années 1870, est placardé sur les murs des villes soviétiques aux côtés de celui de Lénine. R. Il devient une icône au sens propre du terme, une image sacrée que l'on ne regarde plus vraiment, que l'on vénère sans lire. R. Et c'est là que l'histoire prend une de ses tournures les plus sombres. Staline succède à Lénine. R. Le marxisme-léninisme qu'il développe est une distorsion systématique des deux pensées qu'il prétend synthétiser. R. Marx avait écrit que l'État devait s'éteindre progressivement à mesure que la société communiste se construisait. Sous Staline, l'État ne s'éteint pas, il se renforce. R. S'arme, s'étend jusqu'à pénétrer dans les cuisines et les consciences. Marx avait théorisé l'émancipation des travailleurs par leur propre action collective. R. Sous Staline, les travailleurs qui organisent des grèves non autorisées sont envoyés au goulag. Marx avait insisté sur la critique comme moteur de la pensée. Sous Staline, R. La critique est de la trahison. R. Le stalinisme invoque Marx à chaque phrase et trahit Marx à chaque acte. Une ironie si monumentale qu'elle aurait peut-être arraché à son auteur ce rire amer et rare dont il était capable dans ses meilleurs jours. R. L'ombre s'étend. En Chine, Mao Tse-tung forge le maoïsme sur des fondations confucéennes et paysannes que Marx n'aurait pas reconnues comme siennes. À Cuba, R. Fidel Castro nationalise, collectivise, cite Marx en espagnol avec la même aisance qu'il chasse dans la Sierra Maestra. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, R. Des mouvements de libération anticoloniale se réclament du marxisme pour nommer leur lutte contre l'exploitation capitaliste et impérialiste, et trouvent dans la pensée de Marx un vocabulaire pour une résistance que Marx lui-même n'avait pas anticipée dans R. Toutes ses dimensions. R. Il y a là quelque chose de juste. Marx avait bien vu que le capital était un phénomène global qui se nourrissait des colonies aussi sûrement que des usines de Sheffield ou de Manchester. R. Mais les régimes qui naissent souvent trahissent autant qu'ils honorent le texte original, et puis, en 1989, un mur tombe à Berlin. R. Les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres avec une rapidité stupéfiante. R. Comme si quelqu'un avait retiré la clé de voûte d'une arche qui se soutenait depuis des décennies par la seule force de l'habitude et de la peur. R. L'Union soviétique se dissout en 1991. Le monde capitaliste crie victoire. On annonce la fin de l'histoire, la disparition définitive de l'alternative marxiste. R. Les statues de Marx sont déboulonnées dans les villes de l'ex-bloc de l'Est. On les déboulonne avec une hâte qui ressemble à du soulagement. R. Ou peut-être à de la honte. Mais quelque chose d'étrange se produit. R. Les questions que Marx avait posées
ne disparaissent pas avec les statuts. R. La concentration de la richesse entre les mains d'un tout petit nombre pendant que des centaines de millions de personnes peinent à se nourrir décemment. Il en avait parlé. R. L'aliénation du travailleur de son propre travail, transformé en rouage d'une machine qu'il ne comprend pas et ne contrôle pas. Il en avait parlé. R. Les crises financières cycliques d'un système incapable de réguler ses propres appétits, il en avait parlé. Après la crise financière de 2008, R. Les ventes de Das Kapital augmentent dans les librairies européennes et nord-américaines. R. Des économistes qui n'ont jamais prétendu être marxistes citent Marx pour analyser ce qui vient de se passer. Des jeunes gens qui ont grandi après 1989, R, qui n'ont connu que le capitalisme et ses promesses non tenues, redécouvrent les textes et y trouvent des questions qui ressemblent à ce qu'ils ressentent. R. Marx n'avait pas toutes les réponses. R. Il avait peut-être plus de réponses qu'il n'en faut pour quelqu'un qui se trompe, et certainement plus de questions pertinentes qu'on ne le reconnaît confortablement. R. Son œuvre est un miroir inconfortable tendu vers un monde qui préférerait ne pas s'y regarder. Et le miroir est toujours là, posé contre le mur de l'histoire. R. Attendant ceux qui auront le courage de s'y approcher. Épilogue et bonne nuit. Voilà donc l'histoire de cet homme, pas l'icône. R. Pas le fondateur d'empire ou le saint laïque dont les portraits ont orné des millions de murs dans des dizaines de langues. L'homme. Le fils du converti, R. L'étudiant fougueux, l'amoureux de Jenny, l'exilé de Dean Street, le père qui a pleuré ses enfants morts, sans pouvoir leur offrir un enterrement décent, R. Le lecteur acharné de la salle G7 du British Museum, le malade qui écrivait debout quand ses furoncles l'empêchaient de R. S'asseoir, le vieillard à qui l'histoire avait pris ses deux Jenny en moins d'1 an, et qui s'était laissé glisser vers la mort avec une résignation tranquille. R. Il avait commencé à Trèves, R. Dans la maison d'un père qui avait dû choisir entre son identité et sa survie. Et il avait passé sa vie entière à penser les systèmes qui imposent de tels choix aux êtres humains. R. Il avait rencontré à Paris un ami qui serait sa vie entière, son ancre dans le monde réel, son soutien matériel, son double intellectuel, R. Il avait traversé les révolutions de 1848 avec la fièvre de qui croit que le moment est venu, et il avait vu le moment se refermer, R, comme se referment toujours les moments avant qu'on soit prêt. Il avait écrit dans la pauvreté et la douleur un livre qui ferait trembler le monde, R, et le monde avait d'abord à peine remarqué sa parution. Il avait essayé de bâtir une internationale, R, et l'internationale s'était fracturée sur les contradictions mêmes qu'elle prétendait résoudre, R. Il était mort devant 11 personnes en mars dans un fauteuil londonien, et puis l'écho avait commencé. Un écho si vaste, si déformant, R, si incontrôlable, qu'il en serait peut-être revenu hanter ses propres successeurs avec la même ironie mordante dont il avait fait usage toute sa vie. R. Des révolutions en son nom, des crimes en son nom, des libérations en son nom, des régimes en son nom, des effondrements en son nom. Et aujourd'hui, R, dans notre monde où les inégalités atteignent des niveaux que même le 19e siècle aurait trouvé excessifs, R,
Dans un monde où des algorithmes calculent la valeur du travail humain et où des milliardaires accumulent des fortunes que les États ne savent plus comment taxer. Ces questions reviennent, tranquilles et obstinées, comme reviennent toujours les questions auxquelles on n'a pas encore vraiment répondu. La contradiction reste entière. Un homme qui parlait au nom des pauvres et vivait des subsides d'un ami riche. Un homme qui voyait le monde avec une clarté qui fait encore frémir et qui ne voyait pas toujours très bien ce qui se passait à l'intérieur de sa propre maison. Un homme dont les idées ont libéré certains et enchaîné d'autres, souvent dans le même siècle, parfois dans la même décennie. Peut-être que c'est cela, finalement, le danger dont parle le titre. Pas la violence des révolutions qu'il a inspirées. La violence est visible, elle se nomme, elle se délimite dans l'espace et dans le temps. Le vrai danger d'une idée, c'est sa durée. C'est le fait qu'elle refuse de mourir. C'est le fait qu'elle pose des questions auxquelles aucune société n'a encore réussi à répondre de façon entièrement convaincante. Des questions sur le travail, sur la valeur, sur ce que nous devons les uns aux autres, sur la façon dont les systèmes économiques façonnent silencieusement nos vies, sans que nous ayons toujours les mots pour le dire. Karl Marx avait les mots. Certains de ces mots étaient justes, d'autres étaient dangereux. Et quelques-uns étaient les deux à la fois, ce qui est peut-être la définition la plus honnête d'une grande idée. Ce soir, quelque part dans le monde, quelqu'un ouvre Das Kapital pour la première fois. Quelqu'un d'autre le referme, épuisé ou convaincu. Un étudiant en économie rédige une note de bas de page sur la théorie de la plus-value. Un travailleur d'entrepôt pense, sans connaître ce mot, à l'aliénation, à cette sensation d'être une pièce dans une machine dont personne ne lui a jamais expliqué le fonctionnement. Et dans le cimetière de Highgate, sous la pierre où sont gravés les mots « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », un homme continue de reposer, un homme qui voulait changer le monde, qui a changé le monde et qui n'est plus là pour voir ce qu'on en a fait. Bonne nuit. Laisse ces histoires te suivre doucement dans le sommeil, non pas comme des certitudes, mais comme des questions à tenir au chaud. C'est peut-être la chose la plus précieuse que l'histoire puisse nous offrir. Non pas des réponses définitives, mais le courage tranquille de continuer à demander.